Bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour Maëva. Heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce live sur l'offboarding. En attendant que tout le monde se connecte et pour que ce live soit le plus actionnable possible pour vous, avec des réponses à vos enjeux et à vos questions, n'hésitez pas à me partager en commentaire c'est quoi votre poste, votre secteur d'activité et surtout qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce live. Bon à savoir pour vous, pour que ce live se passe bien, on a Mélanie Flour, mon associée en backstage, qui fera remonter vos questions et vos commentaires pour qu'on puisse les adresser au fur et à mesure. Et on a Nima, notre responsable talent et carrière, avec vous de l'autre côté pour essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure. Dernière info clé, il y a quelques secondes de décalage entre le moment où nous on parle et le moment où vous recevez l'information, et vice-versa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long du live à nous les poser. On en adressera le plus possible pour que ce live soit interactif. Alors, pourquoi faire ce webinaire ? En fait, je rencontre beaucoup de dirigeants et de DRH qui veulent investir dans l'attraction des talents, investir dans leur marque employeur. Mais souvent, les décisionnaires, ils passent à côté du fait que tous les efforts fournis, ils vont être détruits de façon systématique suivant la façon où ils traitent les gens à la sortie. Et pourtant, l'équation, elle est simple. On a 83% des entreprises qui considèrent que la marque employeur joue un rôle essentiel pour les aider à recruter des talents, mais elle est sabordée. Et 82% des candidats font des recherches avant de postuler. Nous, on le voit très souvent quand on accompagne les gens de l'autre côté. Quand ils voient 2 ou 3 commentaires négatifs, c'est presque impossible qu'ils aillent où parce qu'ils auront ce préjugé négatif, cette peur. 83% des anciens collaborateurs, ils sont prêts à dire du bien de leur ancien employeur si le départ se passe bien. Et aujourd'hui, on va avoir plein d'outils pour vous, pour apaiser la relation et pour que ce départ il soit prolifique. Et 70% des entreprises n'ont pas pensé leur processus de départ, faute de budget ou de temps. Aujourd'hui, on va vous donner des conseils applicables pour pouvoir le gérer en fonction du temps que vous avez alloué à ce sujet qui est clé pour votre entreprise. Pour pouvoir parler de ce sujet, on a un super invité qui nous fait le plaisir d'être là. Vincent Genebourger, si vous ne le connaissez pas, c'est un DAF et un juriste passionné de droit social. Et moi, je l'ai connu grâce à une newsletter que je vous recommande vraiment, Un coup d'avance, qui aide vraiment à décrypter tout le côté financier des sujets RH pour assembler les deux. C'est pour ça que ça nous paraissait être le meilleur invité pour traiter le sujet de ce live. Vincent, quelques mots ? Ouais, je suis très content de pouvoir parler de la thématique avec toi aujourd'hui, Maëva, parce qu'effectivement, la pratique RH, malheureusement, parfois, on ne regarde pas assez la dimension chiffrée qui est liée, où on manque d'impact parce que justement, on ne sait pas expliquer les conséquences financières que le sujet va avoir. Et donc, de pouvoir allier l'ensemble de ces sujets aujourd'hui en parlant d'offboarding, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, je suis convaincu que ça apportera des éclairages précieux à beaucoup de personnes. Donc, hâte de rentrer dans le vif du sujet. On va y arriver tout doucement et vraiment heureux de t'avoir avec tes triples casquettes pour répondre à tous nos enjeux. Moi, c'est Maëva. Je suis ancienne directrice de cabinet de recrutement. À l'époque, ma vision du recrutement était déjà un professionnel au bon endroit et un bon endroit pour le professionnel. Et on a décidé avec Mélanie de créer Purple Squirrel pour aider les professionnels à définir le projet qui leur correspond et à l'obtenir. Notre objectif, autre, est d'aider les entreprises qui veulent optimiser leurs pratiques pour s'efforcer d'être un bon endroit pour le professionnel, parce que c'est pas toujours évident de savoir comment faire, même quand on a l'envie de le faire. Et c'est le pourquoi de ce live. On veut aujourd'hui qu'à la fin de ce live, vous ayez compris les erreurs les plus courantes des entreprises qui négligent l'offboarding, comment préserver votre marque employeur, les types de départ et comment bien les préparer, et les secrets des entreprises qui tirent parti en fait de l'offboarding. À qui s'adresse ce live ? Tous les dirigeants, managers et RH. Souvent, on a tendance à se dire c'est un sujet que RH, mais en fait, les RH toutes seules de leur côté, elles ne peuvent pas régler un problème. Elles ont besoin
que les gens collaborent avec eux pour faire avancer. Donc, tous ceux qui sont soucieux du bien-être de leurs collaborateurs jusqu'à la fin, ceux qui sont soucieux de la marque employeur, ceux qui rencontrent aussi de façon régulière des situations complexes dans les fins de collaboration, ceux qui pensent qu'un bon offboarding permet de faciliter la rupture et la transition de tout le monde pour que tout le monde puisse passer à autre chose sereinement. Et enfin, tous ceux qui pensent qu'un bon offboarding permet de limiter l'impact financier de la transaction et les risques de prud'homme, parce que oui, aujourd'hui, les risques de prud'homme, c'est quelque chose de clé à avoir en tête. Ça coûte cher, un prud'homme. Ça peut. Effectivement. Donc, au sommaire, c'est ce qu'on a vu, l'importance de l'offboarding, les typologies de départ et comment les traiter, où Vincent va être d'une grande aide, et la conclusion. Hop. Super. Comme le terme offboarding nous laisse le supposer, cette pratique, elle nous vient d'outre-Atlantique. Littéralement, ça se traduit par débarquement. En pratique, on va plutôt dire gestion des départs des collaborateurs. C'est plus sympa. Ce qu'on va vraiment voir aujourd'hui, c'est que l'offboarding a un impact clé sur la marque employeur. Pourquoi ? Parce que la marque employeur, c'est à la fois l'expérience candidat au départ et à la fois l'expérience collaborateur tout au long, mais jusqu'au départ. Et il ne faut pas l'oublier parce que ça peut avoir de gros impacts sur plus tard notre marque employeur quand les candidats vont regarder qui on est. On verra ça plus en détail après. Vincent, toi, qui as la casquette de DRH en entreprise, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, effectivement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, considérer la personne uniquement pour ce qu'elle va vivre, j'allais dire, au moment où elle est dans l'entreprise et après on s'en occupe plus, c'est pas une bonne chose parce qu'en réalité, quand elle part de l'entreprise, on parle, je crois, aujourd'hui des salariés boomerang qui peuvent revenir dans l'entreprise après. Mais donc, au-delà du fait de se dire, bah, c'était bien finalement, je pourrais revenir un jour, je suis aussi un ambassadeur potentiellement et je vais parler à l'extérieur de ce que j'ai fait, de ce qui s'est bien passé, moins bien passé. Donc, je vais pouvoir finalement avoir des porte-paroles officieux qui diront du bien ou du mal de l'entreprise. Donc, soigner le départ, c'est aussi soigner la dernière image que la personne aura de l'entreprise. Et ça a de la valeur, tout ça. Encore plus à l'ère des réseaux sociaux, où les gens communiquent très facilement sur leurs expériences. Donc, il ne faut pas se cantonner en se disant ce qui se passe dans l'entreprise reste dans l'entreprise. Aujourd'hui, les gens communiquent abondamment et donc il faut soigner toutes les phases de la vie d'un salarié, à mon sens. Ultra clair, oui. Donc, ils peuvent devenir ambassadeurs ou détracteurs. Clair. Voilà. Dans le pire des cas. Je regardais un truc intéressant l'autre jour, c'est qu'en 2024, l'objectif prioritaire des entreprises, selon la PEC, c'est toujours d'attirer et de fidéliser les talents. Le problème, c'est comme tu le disais, on va toujours travailler sur ces sujets en oubliant l'impact de l'offboarding. Et moi, je dis toujours, c'est un peu comme essayer de remplir une piscine avec des trous. On voulait vous partager un exemple concret parce qu'aujourd'hui, si vous avez des salariés qui ne sont pas satisfaits, ils vont aller sur Internet et ils vont publier. On voit que 92% des mécontents, ils publient un avis négatif, alors que 9% des satisfaits vont publier un avis. Le problème, j'aime bien cet exemple, c'est que si votre avis Google est à 4,5 sur 5, il faut 7 avis à 5 pour compenser un seul avis à 1 de quelqu'un qui n'est pas content. Et c'est beaucoup de travail au niveau RH pour travailler sur ce sujet. Toi, tu as déjà vu des expériences comme ça, Vincent ? Oui, effectivement, à l'époque où Glassdoor était encore peu utilisé et commençait à monter en charge, on a eu des départs qui se sont assez mal passés dans une précédente entreprise. Pas tant que les personnes ont été sorties ou quoi que ce soit, mais c'est que ils partaient un peu fâchés et du coup, ils ont décidé de le faire savoir et de manière assez hard. Et donc, ils ont laissé des commentaires peu élogieux sur Glassdoor.
Et en fait, on n'avait pas du tout l'habitude de communiquer sur cette plateforme, et les gens la connaissaient assez peu. Et au final, on a vu notre note très vite dégradée, et ça s'est ressenti assez vite, puisqu'on a eu des personnes de l'équipe recrutement qui nous disaient on a des candidats qui nous ont expliqué que la note qu'on avait sur Glassdoor, elle n'était pas terrible, et du coup, ils se posaient des questions sur la nécessité sur l'opportunité de continuer le process chez nous. Donc en fait, là, on a pris conscience de l'importance des réseaux sociaux au sens large, des notations qu'il peut y avoir sur différents sites dans la communication d'une entreprise. Et effectivement, je trouve que la donnée est hyper parlante, hein. C'est les mécontents qui s'expriment le plus. Donc en fait, si les gens qui sont contents eux aussi ne font pas contrebalancer, on se retrouve avec une vision complètement biaisée du sujet. Donc là, moi, j'invite aussi les entreprises à sensibiliser les gens qui sont contents dans l'entreprise, pas faire voilà, de dire allez-y, mettez-nous des bonnes notes, non, c'est pas le but. Mais si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à le dire avec vos mots, voilà, parce que sachez que ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait une vision de l'entreprise à l'extérieur qui soit celle aussi équilibrée qu'on a au sein de l'entreprise et pas biaisée juste par des avis négatifs. Super conseil qui peut aider à recruter et aider à ce qu'il y ait une vision plus cohérente de l'entreprise et pas juste celle des gens qui sont mécontents. Exactement. Une des parties que je trouve le plus intéressante, c'est cette partie-là. C'est l'offboarding, ça a un impact sur ceux qui partent, mais aussi sur ceux qui restent. Et on a vraiment trop tendance à l'oublier. Je vous propose qu'on commence par ceux qui restent et qu'on regarde un peu sur quoi ça a un impact et quelles solutions on va pouvoir mettre en place au fur et à mesure. Donc, on a au départ, pour ceux qui restent, l'atmosphère et l'état d'esprit. Et je crois que Vincent, toi, tu avais un point de vue à partager sur la communication sur ce sujet-là pour garantir une atmosphère un peu plus pérenne. Oui, il y a un point important quand il y a un départ, et tu le dis assez justement, c'est que on a tendance dans les entreprises à se focaliser sur la gestion du départ du collaborateur en tant que la gestion du cas individuel. Or, en réalité, dans une grande majorité de cas, en tout cas, le collaborateur, lui, il va communiquer auprès de ses collègues, direct, indirect. Les collègues eux-mêmes vont parler. Alors, je ne vous fais pas l'affront de vous dire ce qu'est la machine à café, hein. C'est un coin, et même si on fait beaucoup de télétravail, les gens communiquent sur les Teams, Slack et autres pour expliquer ce qui se passe. Donc, faut pas penser que la discussion qu'on va avoir avec la personne ne concernera que la personne. En réalité, il va y avoir une communication dérivée qui va se répartir, enfin voilà, se diffuser dans toute l'entreprise. Et donc, c'est important aussi de se dire, moi, en tant qu'entreprise, comment je fais pour devancer ou accompagner aussi ma communication et ne pas laisser la communication unique du collaborateur se faire pour avoir là aussi une sorte de balance et faire en sorte que l'image ne soit pas dégradée de l'entreprise. Si les discussions sont compliquées, il faut que je sache moi aussi le faire savoir que il y a potentiellement une personne qui se comporte mal, qu'on fait les choses aussi pour préserver l'entreprise et assurer un cadre. Il faut se dire aussi, d'une manière générale, que même quand ça se passe bien, ça peut être une bonne chose aussi de ne pas laisser juste le collaborateur dire je pars, salut tout le monde, c'était sympa. Non, il faut aussi expliquer aux gens les raisons du départ, remercier en public, soigner l'image de la personne auprès du reste des équipes. Et j'ai envie de dire que la manière dont on sait gérer un départ au sein d'une boîte en dit beaucoup sur le respect et l'attention qu'on porte aux gens. Donc, c'est vraiment important voilà, d'avoir ces deux aspects, communication vis-à-vis de la personne et communication au sein de toute l'entreprise. Et il y a un point très, très intéressant dans ce slide, c'est qu'il y a la communication informelle et formelle. Je peux dire, l'entreprise va communiquer à travers ses canaux institutionnels classiques, mais il ne faut pas oublier le poids de l'informel. Je l'ai dit, le salarié, lui, il a ses collègues, les Slack, les Teams, son entreprise. Bon. Rien n'empêche pour, j'allais dire, tous les représentants de l'entreprise de faire la même chose auprès des équipes, de faire des one-one, d'échanger, voilà, de manière informelle sur le sujet, de sorte qu'il n'y ait pas que la version du salarié. Je parle du cas, voilà, l'idée c'est que ce ne soit pas
quelque chose qui vienne biaiser de manière négative la vision qu'on ait de l'entreprise. C'est bien d'avoir un équilibre. Dans des cas, ça se passe très bien, donc c'est très bien d'avoir aussi une communication équilibrée de la part du salarié, une communication équilibrée de la part de l'entreprise. Ultra clair. Merci Vincent pour le partage. On a vu après qu'il y avait un autre point qui était intéressant, c'est la charge de travail, la gestion de la connaissance et l'organisation. C'est assez marrant, mais on a l'impression toujours que la charge de travail de la personne qui part, c'est un peu caché, comme si par miracle, elle allait se répartir entre les gens et que ça allait pas changer le quotidien des autres personnes. Non, c'est une erreur de penser ça. Et au contraire, je dirais presque que c'est la première chose que les collègues de la personne, enfin les membres de son équipe vont poser comme question, c'est qui va prendre son poste, comment on se répartit le travail. Et donc ça, c'est un élément qui est hyper important de gérer en amont du départ. C'est de se dire comment je fais la transition, est-ce que j'ai besoin de remplacer, sous quel délai je vais pouvoir le faire, est-ce que j'ai besoin de remplacer de manière temporaire, de faire appel éventuellement à une prestation de service, parce que c'est un recrutement qui va prendre du temps, c'est un profil compliqué à trouver. Est-ce que je peux compter sur les équipes qui restent et dans quelle mesure je peux compter sur elles et voilà, et pour quelle période de temps, sous quelles conditions éventuellement de rémunération complémentaire aussi. Donc tout ça, c'est des sujets qu'il ne faut pas mettre sous le tapis et se dire je vais avoir un départ, comment je gère ce sujet-là, parce que dans la manière de le prévenir, de l'anticiper, je gagne des points aussi auprès de tous ceux qui restent. Clair. Pousser la communication pour que tout ce soit clair, parce que les gens peuvent accepter d'avoir une charge de travail un peu supérieure sur un moment, mais si c'est verbalisé et que c'est pas caché. Oui, qu'on leur dise combien de temps, à quelles conditions financières aussi on rémunère l'effort qui est fait en plus, et puis de leur donner de la visibilité à tout moment sur le fait de se dire bon, on va tenir le timing initial, on vous a dit que c'était pour 3 mois, ce sera pour 3 mois. Si c'est plus compliqué, d'être transparent parce qu'il y a des problématiques sur le recrutement du profil, etc. Il faut vraiment voilà, être transparent dans la manière dont on gère les choses et être proactif là-dessus. Hyper intéressant. Et je me souviens, quand on parlait de l'autre sujet, la gestion de la connaissance, tu me parlais du point important, que la connaissance, elle devait être partagée avant le départ d'un salarié, que c'était impossible qu'il n'y ait qu'une personne qui sache faire un process dans une entreprise. C'est clair. Autant on peut avoir une personne qui a des compétences très spécifiques, c'est lié à son parcours, autant les process qu'elle a mis en place, tout ce qu'elle a pu implémenter dans l'entreprise, il n'est pas envisageable que tout ça parte avec elle. La problématique, c'est que dans certaines entreprises, on n'est pas très structuré. Et on s'en rend compte un peu à nos dépens au moment du départ d'une personne clé, où derrière, on dit on ne sait plus faire les choses. Donc ça, ce qui est hyper important d'anticiper aussi, c'est de se dire, je documente un maximum à l'écrit toute la manière de fonctionner, de sorte que je ne sois pas dépendant d'une personne, parce que ce lien de dépendance, au moment du départ, ça peut peser très fort dans la balance, dans la négociation qu'on va avoir avec la personne, dans entre guillemets, le mal qu'elle peut faire à l'entreprise, au sens de ça va être compliqué de faire sans elle pendant une période de temps. Donc tout ça, ça s'anticipe. Il ne faut jamais prendre le pari de se dire elle sera là toujours. C'est pas vrai. Il peut arriver un moment où la personne part et des fois bien plus tôt qu'on l'a envisagé. Donc, il faut voilà, anticiper, préparer ça. Et préparer ça, ça veut dire se structurer, processer les choses, documenter et faire en sorte que l'entreprise puisse continuer de tourner le mieux possible, même avec le départ d'une personne clé. Hyper intéressant. Donc, pour ce point, je pense qu'on a pas mal d'éléments. Je pense qu'après, il nous reste un élément qui est un peu entre ceux qui restent et ceux qui partent. Et on pense souvent que c'est pour ceux qui partent. C'est la manière dont on dit au revoir. Ouais, complètement. La manière dont on dit au revoir, alors tout dépendra, j'allais dire, de la typologie de rupture qui a précédé, mais j'allais dire qu'une personne qui démissionne, même si c'est une rupture conventionnelle du contrat de travail, on y reviendra de toute façon dans les différents cas qu'on peut rencontrer. Ce qui est important, c'est de pouvoir témoigner de la part de l'entreprise, j'allais dire, remercier tout simplement la personne pour son départ et savoir le faire publiquement. Alors bien sûr, pas le faire contre son avis, c'est-à-dire que le point du pot de départ, faut jamais organiser le pot de départ contre la volonté de la personne, hein, c'est pas un passage obligé, mais si elle le souhaite, c'est le bienvenu, et de pas faire ça juste en disant bah, c'est elle qui l'organise et puis terminé. Le simple fait qu'une personne qui représente l'entreprise, que ce soit le DRH, le dirigeant d'entreprise ou le manager de l'équipe puisse dire
tout le positif que la personne a emporté, qu'on puisse laisser aux gens témoigner du remerciement pour l'exercice passé. C'est un vrai moment pour créer du souvenir collectif de ça s'est bien passé et on sait reconnaître ça. Et en fait, les départs peuvent être aussi des événements heureux dans l'entreprise. Je veux dire, ça tranche clairement avec le côté « Ah, tu veux partir ? Je te coupe tes accès ou je t'isole de tes équipes et tu vas faire ton préavis jusqu'au bout, mais ça va être compliqué pour toi parce que je vis mal le fait que tu veuilles partir. » Ça, c'est catastrophique parce que les gens qui voient ces départs-là se faire en se disant c'est comme ça qu'on traite les gens quand ils décident de partir de l'entreprise, quelle que soit la raison, ça montre la faible considération qu'on a des gens. Dire aujourd'hui, on a des personnes qui restent entre 2 ans et demi et 3 ans dans une boîte, peut-être un peu moins même, maintenant en moyenne. Donc, il faut se dire que ça fait partie de la vie de l'entreprise, les départs. Donc, autant savoir les célébrer aussi en souhaitant bonne réussite à la personne, en célébrant ce qui a bien marché aussi, et de la sorte, faire en sorte que l'image qu'on garde de l'entreprise pour la personne qui part et pour ceux qui sont là aujourd'hui soit bonne. Non, mais hyper intéressant. Et avant qu'on passe à ceux qui partent, je trouvais qu'il y avait un point que tu m'avais partagé clé, c'est ne pas faire d'ingérence pour vouloir prouver qu'on a le contrôle jusqu'à la fin. Donc, si la personne veut l'organiser en dehors de l'entreprise et qu'on fait juste un petit geste comme payer la première tournée, c'est mieux que de vouloir dire encore c'est moi le patron, c'est moi qui gère pour que la relation soit apaisée. Et je trouve que ce conseil que tu avais donné est hyper intéressant parce qu'on a tendance, en voulant bien faire, soyons honnêtes, ouais, bien sûr. de pouvoir faire penser qu'on veut encore tout contrôler. Sur ceux qui partent maintenant, parce que c'est aussi un sujet clé pour que ça se passe bien et que ce soit clair. Donc, sur ceux qui partent, hop. Mélanie, je te laisse repasser sur la slide d'avant, s'il te plaît. Super. Comme ça, on a une vision. Il y a 2 enjeux sur ceux qui partent. Il y a un processus humain. Aujourd'hui, dans ceux qui partent, il y a les managers qui sont impliqués, l'IT et les RH. C'est vraiment important que les managers sachent comment se positionner et qu'ils n'hésitent pas à demander de l'aide pour savoir comment fonctionner, parce qu'en fait, quand il y a une situation de départ, on peut être dans l'émotionnel, on est des humains. Donc vraiment réfléchir et processiser. L'IT, on ne coupe pas les accès à quelqu'un comme ça du jour au lendemain. On peut entendre qu'il y a des projets confidentiels, etc. Mais c'est hyper violent de se connecter, d'essayer de se connecter un matin, de ne pas avoir été prévenu surtout, et de n'avoir plus accès à rien. C'est comme être sorti. C'est être sorti violemment, quoi, c'est être mis à la porte. Et les RH, elles ont vraiment, je trouve, un rôle de facilitateur dans tout l'ensemble, parce que souvent, elles sont moins impactées émotionnellement et elles peuvent être un peu le garde-fou. Pour vous aider, parce qu'on n'a qu'une heure dans ce live, on a structuré tous les process manager, IT et RH dans un guide que vous recevrez à la fin, pour que vraiment vous ayez des to-do pour vous guider au fur et à mesure. Parce que si on passe les process IT, manager, RH, on vous garderait bien 1h30 de plus, mais je sais que les gens doivent retourner au travail. Au niveau des processus, est-ce que toi, tu avais juste un petit mot de ton côté Non, mais c'est juste ce que tu dis. En fait, il y a besoin, je l'ai vu dans beaucoup de boîtes, il y a besoin d'avoir une personne qui orchestre tout ça. C'est-à-dire qui dit bien à l'IT, bon, voilà, elle est prévenue, tu peux couper ou en tout cas réduire les accès au plan RH, d'avoir un entretien de sortie, on y reviendra, mais voilà, c'est de faire les choses dans l'ordre et d'avoir une personne qui s'occupe que le processus se passe bien de A à Z. Ça peut être le RH, ça peut être le manager, mais il faut la synchronisation, c'est le mot-clé. Ok, donc il faut un chef de projet, il faut que ce chef de projet, entre guillemets, soit noté pour pas que que le comptability, ça soit dilué entre les gens. Hyper clair sur ce point-là. Il y a un deuxième point sur ceux qui partent, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, il y a plusieurs choix pour une entreprise. Il y a ne rien faire, il y a l'outplacement, le coaching, le bilan de compétences ou la formation. Ce que je vais vous proposer, c'est un framework pour pouvoir vous aider à choisir c'est quoi le mieux pour vous. Pourquoi ? Parce que chaque structure est différente. Aujourd'hui, pour choisir ce que vous faites, il y a 2 axes clés. Il y a la facilité de mise en œuvre par l'entreprise, où on va avoir la généralisation. On sait que ce n'est pas toujours évident de faire valider des choses par la direction, ou que quand on est une petite équipe, avoir un process différent à chaque fois et le réfléchir, il n'y a pas forcément la capacité de le faire.
Il va y avoir le prix, le coût, combien ça coûte, parce que c'est le nerf de la guerre aussi dans les entreprises aujourd'hui. Et il y a la réduction des risques. Est-ce que ça va réduire les risques qui soient financiers ou réputationnels? Il y a une deuxième partie, c'est l'impact sur le collaborateur. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être utile pour son projet, pour son gain de compétences? Et est-ce que ça va aider à son employabilité? Pour pouvoir comparer ça, nous, on vous donne ce framework. Pourquoi? Parce que chaque entreprise est différente. Par exemple, la généralisation, elle va pas être super importante dans certains groupes où il n'y a pas le temps de réfléchir à chaque fois. Il y a d'autres groupes où ça va être le prix parce que on a encore une petite boîte, on n'a pas de sous et on essaye de faire au mieux. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi une pondération, c'est-à-dire que j'ai établi un coefficient pour chacune des parties. Exemple, la généralisation, j'ai pris une pondération de 1, c'est-à-dire un coefficient de 1, donc fois 1. Donc, ça veut dire que j'ai mis une petite importance sur la généralisation dans les calculs que je vais vous présenter après. Par exemple, le prix, j'ai mis une pondération de 3, donc un coefficient de 3 dans mes calculs. Vous, ce framework, le but, c'est que vous puissiez l'utiliser avec votre cas particulier et en fonction de comment fonctionne votre structure et que vous puissiez, du coup, changer les calculs. On va passer à l'exemple pour rien. Pour rien, aujourd'hui, c'est un choix risqué. Évidemment, si on a une démission classique et le professionnel a déjà trouvé sa prochaine opportunité, c'est parfait, il n'y a pas de risque. Mais sinon, dans le cadre d'un licenciement, ça peut être risqué. Pourquoi? Le coût est gratuit au début, mais peut faire très mal à la fin, parce que la personne peut être frustrée et avoir l'impression d'être poussée sans rien pour la soutenir. Donc, on est sur une note de 1,8. Au niveau de la formation, c'est un outil qui peut être hyper efficace parce que l'employé peut décider d'acquérir de nouvelles compétences. Par contre, ce n'est pas généralisable du tout. C'est pour ça qu'il y a une note de 1 sur la généralisation. Il faut que ce soit adapté à un projet professionnel particulier de la personne. Si la professionnelle a un projet clair dans sa tête, au contraire, c'est gagnant-gagnant. Le RH ou le manager en tant que conseiller réfléchit au projet, valide et on avance. Le coût est totalement variable. Parce qu'il y a des gens qui vont vous demander un MBA et il y a des gens qui vont vous demander une formation d'anglais. C'est pour ça que je n'ai pas mis de prix parce que ce n'est pas la même tarification. Donc, on voit qu'il y a une note de 3,7 parce que c'est génial quand c'est bien utilisé avec un projet clair. On a le coaching. Le coaching, c'est intéressant parce qu'au départ, c'est un coût moindre pour l'entreprise. On est entre 150 et 600 euros. Le but, c'est d'accompagner le professionnel dans sa progression. Le gros problème qu'on a là, c'est la disparité. Vous, en tant que RH manager, vous voulez que ce soit utile. Si vous n'avez pas fait une shortlist à partager ou que vous les envoyez, les gens peuvent prendre un peu tout et n'importe quoi et ne pas avancer. Donc, c'est une solution intéressante, mais peut-être que là, ça peut être intéressant, vous, d'avoir une sorte de playbook de coach que vous conseillez et la personne peut aller voir différents coachs. Pourquoi? Si on ne fit pas avec la personne, un coaching, il ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une confiance. Donc, il faut que la personne puisse aller voir 1, 2, 3 personnes et se dire « Ok, cette personne va vraiment m'aider à aller plus loin dans mon épanouissement professionnel et dans ma progression en tant que personne. » On passe ensuite au bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, moi, je trouve que c'est un outil ultra précieux et structuré pour l'évaluation des compétences et pour que la personne soit claire dans son projet professionnel. On a souvent des gens, leur identité, c'était leur poste. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils se définissent beaucoup par leur poste. Et ça peut être hyper utile pour pouvoir faire un pas de côté, pour pouvoir prendre le temps de dire, OK, moi, qui je suis, en dehors de cette boîte, en dehors de ce poste, pour pouvoir réutiliser leurs compétences dans quelque chose de précieux. Attention, il y a un grand enjeu sur le choix du prestataire. Pourquoi? Parce qu'il y a des bilans de compétences où les gens vont ressortir avec OK, vous serez bien dans un poste en RH, sans secteur, sans métier spécifique dans les RH. Il y a talent acquisition, il y a recruteur, il y a interne, il y a externe, il y a paye. Donc, c'est important de choisir un bilan de compétences qui va aider les gens à avoir un vrai positionnement dans le monde réel. Et autre point à avoir en tête, c'est qu'on s'arrête au plan d'action. Si vous sentez que quelqu'un, il est switch on, s'il a un plan d'action et un poste, il va pouvoir y arriver tout seul, c'est génial.
Mais si vous sentez que le professionnel, il va avoir besoin d'aide pour refaire son CV, son LinkedIn, faire des candidatures parce que ça fait longtemps qu'il était chez vous, et ben, un bilan de compétences, ça risque de le laisser sur sa faim parce qu'il va avoir une piste, il va avoir un plan d'action, mais il va avoir du mal à le mettre en œuvre pour obtenir. D'ailleurs, j'en profite, chez Purple, on fait des bilans de compétences hyper tournés vers l'action, donc n'hésitez pas si un jour vous avez un besoin. Le dernier que je trouve hyper intéressant, c'est l'outplacement. Alors là, attention, on parle de l'outplacement individuel, pas le collectif, parce que le collectif, ça va être plus généralisé sur les conseils, ce qu'on fait, le but c'est de la faire de la masse. Sur l'individuel, le gros avantage, c'est que la personne va être accompagnée dans sa réflexion de projet professionnel, elle va pouvoir faire le deuil de l'entreprise précédente, et après, elle va être accompagnée dans sa recherche d'emploi. Donc, vous avez quelqu'un qui, à la fin, aura trouvé un poste où il va être bien, et aura les outils, et sera accompagné pour l'obtenir. J'ai un exemple hyper intéressant. On a interviewé beaucoup d'entreprises, et il y a une des entreprises qu'on a interviewées qui s'appelle Innate Pharma, qui aujourd'hui a une note sur Glassdoor de 4,4. C'est une entreprise qui a tendance à proposer de façon presque systématique, s'il y en a un besoin, un outplacement à la fin. Aujourd'hui, du coup, les gens, quand ils partent, ils sont heureux parce qu'ils sont accompagnés, ils sont soutenus. Et au niveau du coût, là, on se dit, waouh, le coût, ça peut être cher, entre 4 000 et 15 000 euros. Mais en fait, on a un ambassadeur qui peut être un employé boomerang. On a quelqu'un qui va représenter la marque employeur et qui va avoir un Net Promoter Score énorme parce qu'on part d'une boîte avec une relation où on se dit, mais c'est super, les gens, en fait, ils tiennent à moi avant, pendant et après. Et c'est fini pour cette partie avec les différents accompagnements. On va passer à la partie hyper intéressante où on va voir les différentes typologies de départ et comment les traiter. Vincent, ça va être bientôt à toi. Oui, petite intro, juste dire que le but à chaque fois, c'est qu'on a réfléchi pour essayer qu'on ait l'humain, la marque employeur, l'atmosphère et le juridique qui soient pris en compte pour qu'on ait des départs les plus cohérents possibles et qui respectent tous les piliers. C'est parti pour le cas 1. Oui, tout est lié, comme tu l'as dit. En fait, là, ce qu'on propose, effectivement, c'est de se dire comment on traite le départ d'une personne qui annonce son départ, alors que véritablement, c'est, j'allais dire, la dernière personne qu'on aurait souhaité voir partir. C'est une réalité. Il y a des personnes qui sont très importantes dans les entreprises, très appréciées, très compétentes, mais qui, à un moment donné, peuvent déposer leur démission en disant bah, merci, au revoir, j'allais trouver autre chose. Alors, comment on gère ce départ-là? La première des choses, moi, je dis toujours, c'est, parce que ça arrive, ne jamais réagir avec l'émotionnel, ne jamais être, comment dire, dans ah, puisque c'est comme ça, eh ben, je veux plus te voir, pars le plus vite possible, tu nous as trahis. Alors ça, c'est absolument peut-être tout ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, si on sent que ça, on va être vite dans l'émotionnel, vaut mieux à ce moment-là se dire, on en reparle plus tard, une fois que la pression est redescendue, parce que il y a des choses intéressantes à faire lorsqu'une telle personne annonce son départ. La première des choses qui est importante de faire, c'est de savoir si, tout simplement, comprendre les raisons de son départ et de savoir si on ne peut pas faire en sorte de la retenir et de lui proposer un nouveau challenge qui la ferait rester dans l'entreprise. Parce que peut-être qu'elle s'était endormie, parce que peut-être qu'on n'avait pas vu des signes avant-coureurs et que tout ça n'est pas irrattrapable. Mais là, il faut avoir, sans mettre de pression aucune, une discussion franche sur les motifs réels de ce départ et voir si des choses ne sont pas faisables. Si toutefois, voilà, la décision est prise et puis voilà, c'est pas envisageable de rester, il faut regarder quelles vont être les conséquences sur les équipes et sur les compétences qui partent avec ce départ-là et comment on va la remplacer. Un point qui peut être hyper important, c'est de dire comment la personne qui part peut nous aider
dans son remplacement. Parce que peut-être que dans son réseau professionnel, elle a énormément de gens qui font le même métier qu'elle et qui pourraient prendre sa suite, des gens un peu plus juniors, et donc qui pourraient y voir là une opportunité, comme elle venait au moment où elle a intégré l'entreprise, peut-être des gens de sa seniorité qui seraient intéressés par notre secteur d'activité, etc. Bon, les raisons peuvent être variées. En tout cas, il faut lui expliquer que on est intéressé par son accompagnement pour trouver et idéalement presque former son remplaçant. Évidemment, si on est sur une démission, même s'il y a un préavis et qu'elle l'effectue, il est fort probable que la personne qui la remplacera soit en poste elle aussi, donc ça pourrait être compliqué d'avoir une phase de remplacement. Le sujet qu'on peut tenter à ce moment-là, et moi je trouve que c'est une bonne manière de faire les choses, c'est si elle y est ouverte, pourquoi pas proposer un report de ce départ, moyennant quoi on propose une rupture conventionnelle en disant, voilà, on acte le départ non pas dans 3 mois, mais dans 4, 5 mois. On signe une rupture conventionnelle pour l'acter et qui doit laisser ce temps nécessaire de transition qui permet de ne pas trop mettre à mal l'entreprise si c'était une personne très clé à de nombreux égards. Et donc là, vraiment, pour moi, c'est un investissement utile. Parce que ce qui se passe, c'est que si la personne part et qu'on n'a pas le backup et qu'on laisse les gens un petit peu errer sans solution, ça peut être douloureux et ça peut avoir aussi des conséquences en chaîne. C'est-à-dire que les membres de son équipe qui ne se sentent pas soutenus, qui ne sont pas drivés, peuvent elles aussi être tentées de partir. Et puis, voilà, les départs en chaîne. Donc, et vous voyez, là, on en reparlait tout à l'heure. Si la relation se passe bien et si on sait bien finir la relation, je pense que la personne, elle aura beaucoup plus envie d'aider l'entreprise de laquelle elle part, que si on a eu une réaction à la con en disant vas-y, je ne veux plus te voir. et qui pourtant sont des situations qu'on voit passer assez souvent encore, malheureusement. Ultra clair, merci pour le partage sur ce cas 1. J'en profite, je vois qu'il y a des questions dans les commentaires. On risque de ne pas avoir le temps de toutes les traiter du fait qu'on n'a qu'1 heure ensemble. Celles qu'on n'aura pas eu le temps de traiter, je reviendrai personnellement pour vous donner une réponse par la suite parce que faudrait aller à fond dans le sujet. Donc, je reviens vers vous. Au niveau du cas 2, K2, c'est, alors celui-là, moi je l'aime bien, c'est la personne qui souhaite quitter l'entreprise parce que elle veut démissionner, elle veut partir de l'entreprise, mais bon, enfin elle veut démissionner. Elle veut partir de l'entreprise, mais elle veut de l'argent. Et généralement, elle toque à la porte pour dire coucou, moi je suis plus très bien dans la boîte, je veux partir, je veux une rupture conventionnelle. La fameuse rupture conventionnelle. Alors, il faut savoir, petite stat, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que c'est pas le mode de rupture forcément le plus employé. La démission reste hyper majoritaire. Je crois qu'on est sur toutes les ruptures de contrat de travail qu'on a sur les CDI chaque année. Il me semble que c'est autour de 70% la démission. Donc, c'est énorme. La rupture conventionnelle, c'est assez stable, même si elle augmente en valeur absolue, ça reste autour de 16-17% des cas de rupture. Et en plus, c'est souvent des cas où c'est l'entreprise qui est, entre guillemets, à l'origine de la demande, dans des situations où économiquement ça peut être compliqué. Bref, donc c'est pas, j'allais dire, le côté la personne ne quitte plus l'entreprise sans une rupture conventionnelle, c'est pas vrai. Ça arrive dans certaines boîtes, ça arrive parfois, mais c'est pas un cas si fréquent. Donc comment on gère ce cas-là? Moi, je pense qu'il faut savoir différencier 2 typologies de personnes. Il y a les personnes qui ont fortement contribué à l'entreprise, qui ont été investies pendant de longues années, qui ont toujours eu un comportement positif et qui ont besoin pour demain, parce que, je ne sais pas, elles vont créer une entreprise, elles vont se reconvertir, d'avoir accès à des indemnités chômage. Moi, je pense que pour ces personnes-là, il faut être ouvert à mettre en place une rupture conventionnelle, même si ça coûte un peu. C'est aussi une manière de remercier la personne pour son engagement durant toutes ces années. Et c'est là aussi une manière de bien se séparer d'une personne qui a su bien faire les choses et de valoriser le fait que la rupture conventionnelle, c'est pas aux moins méritants qu'on l'accorde. Au contraire, c'est aux personnes qui ont mouillé la chemise, entre guillemets, pour la boîte. Et attention, je ne dis pas que c'est forcément que les top profils. Ça peut être aussi les gens
qui, des fois, les travailleurs de l'ombre, mais qui ont toujours été présents, jamais d'arrêt de travail, qui ont toujours été répondu présents quand il y avait un besoin, qui sont là depuis 10 ans. Et voilà. Et ces gens-là, ils pourraient, à l'inverse, se dire, avec tout ce que j'ai fait pour la boîte pendant tout ce temps-là, la seule fois où je demande quelque chose, j'ai rien. Et là, ça peut être terrible. Donc aussi, il faut bien considérer aussi tout le message qu'on envoie en acceptant de dialoguer et de proposer ce type de sortie pour ces personnes-là. Pour les autres, celles qui sont là, qui ne sont pas forcément premiers de la classe, si je puis dire, ou des gens très impliqués qui veulent juste prendre un petit chèque au passage, moi, je dis qu'il faut être assez intransigeant, il faut dire non, en fait, au démarrage, il n'y a pas nous, c'est pas dans notre politique d'octroyer ça dans des circonstances telles quelles. Si on a bien établi le cadre, on sait dans quel cas on peut y être ouvert en rupture conventionnelle, dans quel cas on ne l'est pas. Là, si la personne, elle demande, dites non. Franchement, premier abord. Et j'ai vu beaucoup de cas où les gens disent ah, c'est non, ok, bon, voilà ma démission. C'est-à-dire, ils avaient préparé leur démission, mais ils tentaient le coup, quoi, on essaie. Et Ça si se tente. après, ça se tente, hein. Et si après, en fait, la personne, en réalité, elle va chercher à se faire lourder, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas eu sa rupture conventionnelle, donc elle cherche à être mise dehors pour profiter, par exemple, des indemnités chômage. Moi, je pense qu'il faut être intransigeant là-dedans aussi, c'est-à-dire que si elle se met en faute, il faut aller sur des thématiques qui sont plus liées au licenciement, à la sanction, parce que la personne qui va faire ça, elle ne va pas forcément aimer ça pour son image. Mais d'aller directement sur une rupture conventionnelle avec une personne qui était déjà sur le départ et qui cherche juste à avoir de l'argent, je trouve ça délicat. Je trouve que c'est difficile après parce que ça envoie un mauvais message potentiel en disant il suffit de ne pas être bon, de montrer qu'on n'a plus envie pour avoir une rupture conventionnelle. Voilà, j'ai tendance à penser qu'il faut la réserver dans d'autres cas que celui-ci. Oui, c'est pour les éléments positifs, bons et loyaux services, c'est un remerciement, mais c'est pas la classique que tout le monde peut avoir. Sinon, on renforce le fait qu'on peut rien faire et partir avec quelque chose, et du coup, ça va être délétère pour la façon dont les gens peuvent se comporter dans l'entreprise. Hyper clair. Il faut rappeler du cadre. Il faut savoir rappeler aussi qu'on a un cadre et qu'il faut être respecté. Et donc, il ne faut pas se priver aussi de le rappeler à certains moments en disant il y a des Ultra manières de faire. clair pour ce cas. Je pense qu'on peut passer à la faute grave de l'employé, qui est entre guillemets le cas le plus Oui. simple. Alors, c'est le cas le plus simple, mais en même temps, faut savoir communiquer dessus de manière habile. Parce que, en fait, la faute grave, j'allais dire, il y a faute grave et faute grave, c'est que si on prend l'aspect prud'homal, le point, c'est que une faute grave, c'est ce qu'on va mettre sur le licenciement. Alors, donc, ça peut être des violences, quelque chose qui a été très soudain, et donc il n'y a pas photo, mais ça peut être aussi, j'allais dire, la répétition d'actes fautifs qui ont entraîné la rupture du contrat de travail. Bon, il y a toujours un point derrière qu'il faut bien voir, c'est que il y aura probablement contentieux. C'est-à-dire que c'est rare les cas où la personne, elle est licenciée pour faute grave, elle dit OK, je suis sortie pour faute grave. Soit elle a vraiment eu un comportement déviant et c'est incontestable, elle n'ira pas le contester. Soit on sait que c'est fait avec les éléments, la vision de l'entreprise. Et donc là, elle pourra les contester. Moi, ce que je conseille toujours, c'est quand on s'oriente vers cette typologie de licenciement, c'est d'avoir le dossier prêt en amont. C'est-à-dire prêt en amont, c'est-à-dire qu'on a des éléments de preuve, mais on a aussi, j'allais dire, ce qui va appuyer notre démarche. La personne est hors cadre complet et on va communiquer dans l'entreprise en disant que la personne est partie parce qu'elle avait volontairement, de manière répétitive ou pas, elle était volontairement sortie du cadre de l'entreprise. Et donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas garder la personne dans l'entreprise. Ça, c'est carton rouge, si je puis dire. Il faut qu'on soit très clair sur quels sont les cas de carton rouge et qu'on le dise, on ne peut pas tolérer ces comportements-là. C'est les raisons pour lesquelles, dans ces conditions-là, on sort la personne. Il faut communiquer dessus de manière claire. Alors, on n'a pas
à aller rentrer dans le détail du courrier de licenciement, ça ne regarde que la personne, mais d'expliquer qu'il y a eu une faute qui fait que la personne sort du cadre, c'est important de le dire pour montrer que c'est pas de l'arbitraire non plus. Oui. Ça, c'est hyper important hein, pour les personnes qui restent, hein, je pense toujours à eux, c'est que voilà, on veut protéger le collectif et que quand une personne atteint par son comportement la sécurité ou les valeurs du collectif ou voilà, le fait que l'entreprise puisse avoir des problèmes du fait de comportements fautifs comme celui-là, il faut qu'on sanctionne. Et donc, ça rassure aussi, c'est-à-dire que ça montre que l'entreprise sait aussi prendre des décisions dans des situations qui sont pourries. Parce que ne faut pas oublier qu'il y a des cas où on n'ose pas agir. Et donc, on laisse pourrir une situation. On a des gens qui ont des comportements toxiques, nocifs, et on n'agit pas. Et bien là, c'est pire que tout, parce qu'on peut laisser se diffuser aussi dans l'entreprise sans agir des pratiques vraiment délétères qui vont avoir des conséquences très, difficiles à percevoir, à chiffrer, mais qui vont être réelles pour autant. Donc voilà, licenciement pour faute grave, il faut savoir le faire, mais il ne faut pas avoir peur de communiquer dessus et s'y préparer. Hyper clair. Et un point que tu me partageais, mais que Nima et Mel ont aussi beaucoup eu dans leurs échanges avec les différents DRH, c'est que souvent, on manque de preuves. Oui. C'est-à-dire que les managers n'ont pas collecté, on n'a pas une culture de l'écrit, où on ne marque pas, ou on n'a pas été collecté des déclarations ou des rapports d'incidents pour avoir les infos, pour pouvoir aller au bout de la chose. Ça, c'est problématique, hein, mais il faut avoir un minimum la culture de l'écrit. Parce que la culture de la confiance, de l'oral, c'est bien tant que tout se passe bien. Mais le jour où ça ne se passe pas bien, et là, juste 2 mots dessus, la problématique, c'est que devant un conseil de prud'homme, le doute profite aux salariés. Ça veut dire que si on n'amène pas les éléments de preuve qui viennent justifier le licenciement pour faute grave, eh bien, lui, il peut voir le licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, se faire indemniser. Et alors là, il peut venir dire, vous voyez, ils m'ont sorti alors qu'il n'y avait pas de raison de me sortir. Alors que le point, c'est pas tant qu'il n'y avait pas de raison, parce qu'il y en avait une, sauf qu'on n'était pas en capacité de la prouver. Et donc, c'est pour ça, bien border une procédure disciplinaire qui se traduit de cette manière-là, ça permet aussi à l'entreprise de montrer à quel point elle avait raison de faire les choses. Et quand elle ne fait pas bien les choses, même si, j'allais dire, sur le motif, elle est fondée à le faire, si sur la procédure, elle pêche, ça peut se retourner contre elle et ça peut instiller un certain doute dans la tête des personnes qui restent. Comment ça se fait qu'il a gagné devant le Conseil du prud'homme? Ça veut donc dire que l'entreprise n'avait pas vraiment de motif de le sortir. Donc, vous voyez, le point derrière qu'on peut avoir, ça peut poser problème. Donc, petit conseil, l'écrit, pas toujours, hein, mais l'écrit un minimum et cadrez vos procédures. Ne partez pas la fleur au fusil dans un tel type de litige. Ultra clair. Donc, préparez en amont. Passons au dernier cas, l'incompatibilité de compétences. Je sais que toi, tu le verbalisais un peu autrement de ton côté. Ouais, fallait nommer le cas d'une certaine manière, mais en fait, c'est le cas, j'allais dire, où on a une personne qui est pas bonne hein, dans son job, mais qui est pas bonne, mais qui est pas non plus suffisamment mauvaise pour qu'on dise qu'elle est incompétente sur le plan professionnel. Alors, on peut avoir le cas de la personne qui est insuffisante sur le plan professionnel. Ça va assez vite de montrer que il y a de l'insuffisance professionnelle, elle n'est pas à la hauteur des objectifs, etc. Donc, bon, là, il y a une porte de sortie pour ça. Mais il y a des cas un petit peu plus, j'allais dire, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est beaucoup de gris, hein, souvent, hein, les situations. Et donc, franchement, là, je parlais de preuves et d'éléments tangibles pour pouvoir procéder à un licenciement. Ce n'est pas forcément le cas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à cette occasion? Je pense que dans ces conditions-là, quand on sait qu'on a intérêt à se séparer, alors, petite parenthèse au préalable, on est arrivé au bout du chemin. Hein. C'est qu'avant ça, on a eu j'allais dire, des actes managériaux, des programmes de formation, enfin bref, on a essayé de faire en sorte que la relation s'arrange, que la personne soit plus performante dans son poste. Si ce n'est pas le cas, si malgré tous les efforts de l'entreprise, tu voulais dire quelque chose peut-être?
Oui, juste pour ce cas-là, parce qu'en fait, un live d'une heure, c'était pas possible de faire tous les sujets. Du coup, dans le Oui. guide de communication, on trouve que c'est toujours un peu compliqué, sur, le problème de compétences et on a mis tout un process pour aider la personne. Comment, en tant que manager, je me positionne pour essayer de voir si c'est la motivation, la compétence, est-ce que je l'ai vraiment formé? Parce que souvent, on a tendance à dire aussi les gens, ils sont pas bons, mais on les a pas formés. Donc, voilà, dans le Très guide, vous juste. avez tout ça. Oui, ça c'est très aidant. Donc là, je me positionne plus dans le cas où on a fait tout ça, mais on arrive au bout du chemin et on voit que ça s'est pas amélioré et donc on est un peu dans l'impasse. Et donc là, je pense qu'à un moment donné, on peut pas laisser l'entreprise dans une situation où il y a des personnes qui sont plus bien dedans, mais qui n'osent pas partir. Et nous, juridiquement, c'est délicat, mais faut y aller. Donc je pense que la rupture conventionnelle proposée par l'employeur à ce moment-là peut avoir du sens. Alors, je rappelle, hein, la rupture conventionnelle, c'est toujours une rupture d'un commun accord. Donc, il faut un accord à la fois du salarié et de l'entreprise. On ne peut pas vicier le consentement, il faut que tous les deux soient d'accord. Mais rien n'empêche que ce soit l'un ou l'autre qui soit à l'origine de la proposition de la rupture conventionnelle. Je pense que les salariés sont toujours soucieux de trois choses, enfin, les humains en général, mais dans le cas d'un départ de l'entreprise, c'est l'image que je vais laisser de moi en partant de l'entreprise, c'est avec quoi je pars, c'est-à-dire quel montant de départ j'ai, et qu'est-ce qui se passe demain pour moi, c'est-à-dire comment je retrouve un job, avec quels moyens je vais avoir pour vivre, dans l'attente d'un nouveau job. Je pense que en ayant ça à l'esprit, la rupture conventionnelle peut cocher pas mal de cases, pardon, en offrant un départ qui est d'un commun accord. Donc on n'est pas poussé on n'est pas mis dehors de manière brute. On peut aménager en plus le timing. On a la possibilité de donner un peu d'argent à la personne, ce qui permet de se dire, bon, ben voilà, je règle en fait les conditions de rupture du contrat de travail, je minimise mon risque, moi, juridique pour demain, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contestation dessus, ou alors les chances de succès d'une telle contestation sont très 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 faibles, et donc du coup, je mets l'argent un petit peu plus pour inciter la personne à vouloir partir. Elle, ça la sécurise aussi dans sa condition financière. Elle se dit, j'ai 2, 3 mois d'avance, enfin, j'ai de la visibilité. C'est là où aussi de l'outplacement, du coaching, du bilan de compétences, ça peut être hyper positif de le mettre comme une clause dans la rupture conventionnelle pour que la personne soit accompagnée dans le fait de retrouver un emploi. Et donc, comme ça, on vient sécuriser la personne à la fois sur l'image qu'elle a au départ de l'entreprise, sa situation financière, sa capacité à retrouver un job demain. Et ça facilite beaucoup, beaucoup les discussions. Et ça permet finalement de se dire, effectivement, je suis plus bien, j'arrive pas dans ce contexte-là, donc peut-être que c'est bien que j'aille voir ailleurs. Et on ne se quitte pas fâché. Si jamais cette option, malheureusement, elle ne passe pas, peut-être qu'il faudra s'orienter vers un licenciement, pas pour faute grave en l'occurrence, hein, mais pour une cause réelle et sérieuse, pour insuffisance professionnelle éventuellement, s'il y avait des éléments qui nous permettaient de le faire, et envisager derrière de transiger avec la personne si le dossier n'est pas solide. Bon, là, on rentre dans la technique juridique, dans les cas les plus extrêmes, mais je pense qu'il faut se laisser toutes les chances pour essayer de faire en sorte que la rupture conventionnelle passe. Et vraiment, j'insiste, hein, l'accompagnement de la personne derrière avec des processus que tu as pu évoquer tout à l'heure peut faire la différence pour la rassurer aussi. Ben, super. En plus, j'ai 2 exemples à partager sur, différentes ruptures, juste après. Un point hyper important, pour vous RH et manager, c'est que les gens on a souvent tendance à être court-termistes. C'est-à-dire qu'on va voir le chèque en disant: «Je vais essayer de prendre de l'argent». Sauf que nous, on les récupère ces gens-là 6 mois plus tard, frustrés, en disant: «On m'a pas aidé», alors que parfois, ils ont demandé de l'argent à la place d'un accompagnement. Donc un petit peu sensibiliser les gens sur le fait qu'avoir de l'aide, ça va leur permettre d'avoir une bonne image de l'entreprise et pas juste l'argent qu'on dépense et après on se retrouve le bec dans l'eau. Il y a 2 exemples intéressants parce que différents que je voulais vous partager. Il y a le premier, celui de Sandrine. En fait, c'était une directrice de site dans la même entreprise depuis 20 ans. Entreprise en fait qui a subi des rachats et du coup qui a évolué. La culture change beaucoup quand il y a des rachats. Elle en arrive à une situation où son poste en fait il a plus lieu d'être, où elle sent qu'elle a plus sa place dans l'entreprise. Et en fait, il y a de plus en plus d'incohérences entre ses valeurs et celles de l'entreprise, du fait de l'évolution et des rachats. Là, l'entreprise lui a proposé un outplacement. L'outplacement a été hyper intéressant pour elle. Pourquoi? Parce que 20 ans dans une entreprise,
quand on bosse, vous le savez tous, on n'a pas forcément le temps de réfléchir à qui on est, ce qu'on veut et c'est quoi nos valeurs. Et en fait, l'odd placement, ça l'a aidé à, valider ses objectifs, ses missions. Et truc assez marrant, c'est qu'elle s'est rendue compte que elle aimait son poste, fallait juste qu'elle soit sensible au niveau du type d'organisation. Donc, elle a juste changé de secteur. Pas besoin d'aller élever des lamas dans la Garonne. Il peut y aussi y avoir des changements où on fait des ajustements. En 6 mois d'odd placement, elle a pu définir ce qu'elle voulait, faire le deuil de son entreprise, parce que 20 ans, on n'oublie pas comme ça. Et ensuite, elle a été accompagnée pour sa recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'à la fin de l'odd placement, elle avait défini ce qu'elle voulait et elle avait une offre dans une entreprise qui lui correspondait. Et c'est là que l'odd placement est intéressant parce qu'on a la partie deuil, définition et j'obtiens le poste. Et la personne, du coup, elle est contente de son entreprise parce que ça s'est bien fini. Un deuxième exemple que je trouve hyper intéressant, c'est celui de Laurent. Vous avez, en tant que DRH, vous avez forcément toujours eu ce cas un peu horrible pour vous. Quelqu'un qui bosse bien, qui est génial, tout se passe bien, changement de stratégie. Et quelqu'un toque à votre bureau en disant bonjour Françoise, bon, faut que tu dises à cette personne de partir parce que fin de période d'essai. Vous savez, les cadres, 4 mois renouvelés. Et du coup, là, la personne, on doit lui dire au revoir, alors que c'est un bon élément, KPIs atteints, super culture, mais changement de stratégie. Et là, du coup, hyper intéressant, Laurent, il savait ce qu'il voulait faire. Donc, l'odd placement, on a pris quelques séances pour valider le projet pour être sûr, mais après, on a priorisé vraiment la recherche d'emploi pour avoir quelque chose qui lui correspond. Truc hyper marrant, c'est qu'au bout de 6 mois, il obtient une offre dans une entreprise qui lui correspond, mais encore plus marrant, c'est qu'entretien de clôture, quand on lui parle qu'il faut continuer à networker, il nous parle du DG de l'ancienne entreprise en nous disant que c'est quelqu'un de génial et qu'il apprécie. La personne est promoteur, content du dirigeant et va continuer à recommander l'entreprise alors qu'il s'est fait sortir fin de période d'essai. Donc, c'est génial pour tout le monde parce qu'en fait, c'est la vie. Il y a des cas qu'on ne peut pas contrôler, mais en les gérant de façon qualitative, en fait, ça se passe bien pour tout le monde. J'aime bien cette phrase parce qu'on en discutait avec Vincent. Pour les entreprises, parfois, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Super. Donc, on a fait un dernier petit schéma pour vous. C'est un peu le coût vs impact. Parce qu'en tant que dirigeant, DRH, on est toujours dans cette réflexion de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est risqué, etc. Et le but, en fait, pour vous, ça va être d'aligner les besoins et les envies de tout le monde. La DRH, elle a un budget. Donc, il y a un rapport qualité-prix. Elle veut de l'efficacité. Mais on ne va pas dans les RH... on a un côté humain. Donc, en fait, en général, on veut le bien-être des collaborateurs. On cherche juste la bonne façon pour qu'il y ait aussi un ROI pour l'entreprise. Le dirigeant, ça va être souvent coût-efficacité. Il faut que ça lui coûte le moins cher possible et que ce soit efficace. Donc, il va falloir pouvoir lui prouver qu'il y a un ROI. Et là, on va vous donner des outils pour ça. Et le collaborateur, il veut qualité et efficacité. Et en fait, c'est possible en ayant des bons process, une bonne discussion et en proposant l'accompagnement adapté à la personne. Il nous faut confiance. Nous, aujourd'hui, chez Purple, sur le bilan de compétences et sur l'odd placement, on a des partenaires aussi bien institutionnels avec l'Agence de la biomédecine. On travaille aussi bien dans les équipements médicaux avec des entreprises comme Antogir, dans la métallurgie avec l'ENI et dans l'agroalimentaire avec des entreprises comme Marcal. L'avantage qu'on a par rapport aux autres entreprises, c'est qu'on est des anciennes directrices de cabinet de recrutement, ce qui fait qu'une fois qu'on a validé le projet professionnel de la personne, on est vraiment à même de leur donner nos techniques pour qu'ils aillent chercher leur job. Pourquoi ? Parce que plus l'odd placement va être bon, plus la personne a des résultats, plus en fait elle est contente du processus. Et si vous la rappelez 6 mois après, parce que nous on est tenu à la confidentialité sur la métrique de fin, on peut dire que ça avance où on en est. Si au bout de 6 mois vous la rappelez, une fois qu'elle a fini l'accompagnement, vous pouvez recréer le dialogue. Et d'ailleurs, je pense à Sophie qui disait oui, mais comment je fais pour mon ROI ? Si vous calculez le temps de l'accompagnement, que vous vous mettez un rappel pour rappeler la personne et que vous profitez du moment où elle vous dit super, j'ai défini ce que je voulais, super, j'ai un poste, et vous dites oh super, est-ce que Martin, tu me rendrais un petit service, tu pourrais mettre un commentaire sur l'entreprise ? Et bien souvent, les gens ils vont vous dire oui.
Hop, dernier point. Je sais que chaque entreprise est totalement différente et qu'on peut avoir de la dette sur différentes étapes du processus d'offboarding. Alors, on veut vous proposer un audit gratuit, 30 minutes, pour identifier en fait les axes d'amélioration à optimiser dans vos pratiques. Le but de cet échange et ce que vous allez obtenir, c'est qu'en fait, on va analyser où vous en êtes, ce qui est mis en place, et mon but, c'est à la fin de vous donner 1 ou 2 quick wins. C'est quoi des choses que demain, vous pouvez mettre en place pour que votre offboarding s'améliore en interne? Et comment aussi vous allez pouvoir avoir des métriques? Parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Le problème en RH, c'est que souvent, on n'a pas de métriques. Si vous avez des quick wins pour avoir une métrique et que vous prouvez l'intérêt à la direction ou que la direction a une métrique elle-même, tout le monde est content. Donc, vous ressortirez avec une méthode à mettre en place pour voir des résultats assez rapidement. Pourquoi réserver ce rendez-vous? Vous pouvez bénéficier en fait de notre expérience à la fois en tant qu'ancienne directrice de cabinet de recrutement. On connaît les enjeux des deux parties. On a accompagné plus de 150 personnes dans leur transition. Donc, on peut se mettre à votre place parce qu'on a été directrice, on a eu des équipes de plus de 50 personnes et on accompagne les gens. Donc, on voit comment ils pensent, qu'est-ce qui les frustre. Donc, on peut vous aider à trouver les bonnes solutions pour vous. Nima vous met le lien en commentaire. Le but, c'est qu'à la fin de ces 30 minutes, vous ayez une vision claire de votre axe prioritaire d'amélioration et que vous puissiez avoir des résultats à mettre en avant. Voilà, voilà. Donc oui, manquez pas cette opportunité de pouvoir avoir un processus d'offboarding aux petits oignons. Hop. Dernier point, avant qu'on vous laisse, on a un super cadeau pour vous. On a interviewé 40 RH. Il y en a même d'ailleurs qui sont venus à ce live. Merci à vous. Et on a condensé tous les besoins et tous les processus pour un offboarding aux petits oignons. De avant, comment on évalue s'il faut faire un offboarding ou pas, comment sauver la situation, au processus RH, au processus IT. Et en fait, vous avez une Bible qui vous donne tous les éléments. On a même noté toutes les questions à poser dans l'entretien final. Donc, avec ça, vous avez quelque chose qui va pouvoir vous aider, vous, à améliorer vos pratiques. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie de faire de l'offboarding un outil pour votre marque employeur et que vous avez envie que ça se passe bien au niveau humain pour vos équipes. C'était un grand, grand plaisir de vous avoir avec nous. Vincent, merci beaucoup d'être venu. Merci Maëva pour l'invitation, avec plaisir. À bientôt. Passez une bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir.